Le cœur du Grand Nord. Aujourd'hui, il est temps de vous expliquer comment le cœur du Grand Nord s'est perdu à travers le vaste monde, se séparant en 1001 morceaux. Plongeons ensemble dans les mythes et légendes d'une terre lointaine qu'on appelle Groenland. Pour vous conter cette histoire, deux noms apparaissent sur l'une des faces bleutées de ce qui reste du cœur du Grand Nord. Ce sont ceux de Rinare et de son fils, deux chasseurs renommés dont les esprits errent encore entre le ciel et la terre des côtes glacées. Près de Tasiu Sangwar, habitait un homme du nom de Rinare. C'était un des meilleurs chasseurs de la région d'Umanar sur la côte ensoleillée. Il vivait du temps où les Blancs étaient apparus sur les côtes pour chasser les baleines. Le peuple du Sud, comme on les appelait, ne faisait pas attention au cycle de reproduction des animaux, malgré les multiples recommandations des locaux. Et pourtant, beaucoup commerçaient avec eux. Rinare était l'un de ces commerçants. Durant tout l'hiver, Rinare cherchait ce qu'il allait pouvoir vendre aux Blancs lorsqu'il reviendrait à la belle saison. Généralement, les Blancs achetaient des harpons et des fanons, mais ils étaient aussi intéressés par des objets plus précieux ou plus spéciaux. En contrepartie, ils payaient avec des denrées que Rinare n'avait jamais vues. Il y avait des fruits et des légumes de toutes les couleurs, mais il y avait aussi des liquides qui donnaient au peuple du Grand Nord un étrange pouvoir, celui de rire de tout et de ne plus se souvenir de rien lorsque le matin arrivait. Dans le village vivait une prophétesse que le fils de Rinare considérait comme une vieille folle. Chaque jour depuis aussi longtemps que la colonie existait, elle était la première levée et s'asseyait toujours au même endroit. Les très jeunes l'aimaient bien car elle leur racontait toutes sortes d'histoires et de légendes venues d'un autre temps. La vieille femme avait dit plusieurs fois qu'avec leurs armes et leur peur de la banquise, les Blancs étaient comme des enfants qui ne savaient pas écouter le pouls de la terre mais qui croyaient tout savoir. En ce jour de printemps, la place que tenait la vieille femme devant sa hutte était vide. Elle avait disparu en même temps qu'un baleinier avait fait son apparition sur la côte. Rinare fut le premier à remarquer son absence car de bon matin, il avait décidé de préparer son kayak pour rejoindre le peuple du Sud et vendre tout ce qu'il avait accumulé durant l'hiver. Dans sa besace, il y avait des couteaux qu'utilisaient les femmes pour dépecer le phoque, car si les hommes chassaient, c'était aux femmes de se charger des carcasses et d'utiliser chaque partie sans jamais ne rien perdre. Il avait aussi récupéré des bijoux en bois de renne, des peaux et des étoffes. Il aborda le navire et commença à discuter avec l'un des marchands. Il discuta surtout du prix. Ce que Rinare voulait, c'était des fruits et du liquide qui brûlait la gorge. Mais le marchand était dur en affaires et Rinare dut sortir une botte secrète qui fit le plus grand des effets. Dans son sac, bien caché entre deux petites peaux très fines, se trouvait un cristal d'un bleu éclatant. Rinare n'avait aucune idée de ce que c'était. Il l'avait trouvé le matin même là où se trouvait habituellement la prophétesse, dépassant d'une étoffe brune et sale. « Que veux-tu que j'en fasse ?» dit le marchand en examinant la pierre. « Ce n'est pas un diamant, pas un rubis, et sûrement pas une émeraude. » Rapidement, les deux hommes commencèrent à élever la voix et à échanger des insultes. Même s'ils ne voulaient pas l'acheter, le marchand ne voulait pas non plus le rendre. Tout
s'étala si rapidement que Rinaré ne sentit pas le coup de couteau. Ce n'est que lorsqu'il baissa le regard et qu'il vit son sang s'écouler qu'il s'écroula. Il fallut quelques minutes pour que le capitaine soit averti et débarque sur le pont. Il n'était vraiment pas bon de tuer un habitant de la Grande Terre Blanche. Alors, comme pour dédommager sa mort, le capitaine fit remplir une barque de cadeaux d'hommes blancs, posa le corps de Rinaré dessus et le fit amener à sa famille. On ne punit pas le marchand, il était le fils du capitaine, et chez les Blancs, on ne punit jamais les enfants des puissants. On lui retira simplement la pierre et les marchandises de Rinaré, qu'on plaça dans la cale, juste à côté de la réserve d'alcool. Lorsqu'on porta la dépouille de Rinaré à sa femme et à son fils de 20 ans, ils pleurèrent toutes les larmes de leur corps. « Ne pleure pas, nous allons trouver les chamans du village et venger ton père », dit la mère à son fils. Mère et fils allèrent voir leur famille, leurs proches, leurs voisins pour leur confier leur chagrin et leur désir de voir venger la mort de Rinaré. Deux nuits plus tard, ils mirent en place un rituel. Les formules magiques récitées en cette nuit de pleine lune n'avaient qu'un seul but: transformer le fils de Rinaré en homme que les Blancs ne pourraient pas voir. Son corps serait tel qu'aucune balle de fusil tirée par un Blanc ne pourrait l'atteindre, ni aucun coup de couteau le blesser. Comme le voulait la coutume du rituel, on attendit un hiver, jusqu'à ce que le baleinier jette l'ancre à nouveau dans la baie de Tasiussanguar. Les proches de Rinaré préparèrent une barque avec quelques objets et prirent le large en direction du bateau avec au milieu d'eux le jeune homme devenu invisible aux yeux des Blancs. Ils abordèrent le bateau, proposant de faire du commerce pendant que le fils de Rinaré glissa sur le pont. Il s'installa un peu à l'écart pour voir si les gens allaient venir vers lui afin de lui parler ou de tenter de faire des affaires, mais les marins lui tournaient le dos. Il était bel et bien invisible. Alors le jeune homme en profita pour inspecter le navire de fond en comble. Il fouilla les cabines, vola des bijoux, de l'or, des habits qu'il déposa sur la barque et qu'il cacha sous une grande peau. Il retourna à la cale, y prit des fruits et de la boisson. « Laisse ça ici et libère-moi » La voix venait du fond de la cabine. Dans un coin sombre, deux yeux comme des billes de verre bleutés étincelaient. « Tu ne dois rien prendre de ce qui n'est pas à toi. » Le fils de Rinaré avait l'impression que la voix était dans sa tête et que les yeux n'étaient qu'une hallucination. Aucun Blanc ne pouvait le voir, il n'avait donc pas à s'inquiéter. Quand la voix le somma de l'écouter une dernière fois, il tourna les talons et remonta sur le pont charger la barque de denrées qu'il distribua plus tard à la tribu. Le bateau revint plusieurs fois dans la saison. À chaque fois, le fils de Rinaré profita de son pouvoir, tournant toujours les talons face à la voix qui lui murmurait de la libérer avec plus d'insistance. Mais il y eut un jour, lorsque les nuits se rallongèrent alors que la glace se faisait toujours plus présente, un jour où le baleinier n'arriva pas seul. Dans la baie de Tasiussanguar,
On se demanda ce que les Blancs faisaient à naviguer comme ça en nombre. Le fils de Rinaré, lui, y vit une nouvelle opportunité. « Libère-moi, il n'est pas encore trop tard !» Cette fois, la voix était à 1 mètre de lui lorsqu'il entra par un trou dans la coque du plus grand des baleiniers. Elle était si près qu'il pouvait sentir son souffle sur sa nuque. Lorsqu'il voulut tourner les talons, une main l'agrippa. Ses yeux s'habituant à la pénombre, le jeune homme la reconnut. La voix était celle de la vieille prophétesse qui, mains et pieds liés, complètement nus, le suppliait depuis tout ce temps de la libérer. Le jeune homme avait tellement été obsédé par tout ce qu'il avait ramené et par l'ivresse que cela lui procurait, qu'il ne s'était jamais demandé où la vieille femme avait bien pu passer durant tout l'été. « C'est ton père qui est responsable de ma captivité. Romps la chaîne et libère-moi. » Mais il était trop tard, car au même instant, plusieurs dizaines d'hommes arrivèrent dans la cale. Ils ouvrirent des caisses et en sortirent des fusils. Avec eux, le capitaine, cet homme grand et balafré qu'il connaissait, vint détacher la vieille femme et l'emmena avec lui, sous le regard apeuré de Rinaré que personne ne voyait. Sur la côte, les habitants virent les bateaux approcher de la terre et les Blancs se réunirent sur leur pont, les yeux injectés de sang. S'il y a quelque pouvoir dans les formules magiques, dit un vieux chaman, alors le sang coulera sur la terre. Les navires vomirent des hommes en armes sur le rivage, suivant les ordres du capitaine qui tenait la prophétesse en joue à la proue du bateau. Ce qu'il cherchait, c'était l'auteur des vols de ces derniers mois. Comme le chaman l'avait dit, du sang allait couler sur la terre. Le fils de Rinaré, voyant tout cela, se mêla aux Blancs et commença à leur donner des coups invisibles. Il les insultait et les provoquait. Ne les voyant pas, les hommes blancs commencèrent à se disputer entre eux. Sur le pas de leur porte, les habitants du village prêts à se battre les regardèrent soudain se menacer les uns les autres. On tira des coups de fusil et plusieurs Blancs tombèrent. C'est alors que Rinaré repéra le marchand, le fils du capitaine, celui-là même qui avait tué son père pour le cristal. Armé de son couteau, il se jeta sur lui et, surpris de ne voir personne, le marchand tomba à terre. Le jeune homme hurla. Il hurla de colère et enfonça sa lame. Les marins se figèrent, fixant maintenant le fils de Rinaré, qui était redevenu visible. Hurlant de peur et criant à la magie noire, les marins se hâtèrent de remonter à bord de leur bateau. Lorsque Rinaré leva la tête vers le capitaine, qui était horrifié par la scène de son fils mourant, il remarqua que la vieille prophétesse n'était plus là. À sa place, le capitaine tenait un joyau d'un bleu éclatant dans ses mains. L'homme balafré le brandit alors au-dessus de sa tête, comme une menace. Le fils de Rinaré comprit que, la magie ayant disparu, sa vision des choses avait changé. Si la prophétesse s'était changée en cristal étincelant, c'était parce qu'elle était dotée d'un grand pouvoir, celui de garder l'histoire et les légendes de son peuple. Il leva la main en signe de protestation, alors que le capitaine, pris d'une rage désespérée, fracassa le cristal sur le pont de son bateau. Une lumière bleue envahit la côte ensoleillée à des kilomètres à la ronde. Elle fit tanguer et presque chavirer les bateaux qui s'éloignèrent. Elle souffla certaines toitures de la colonie et emporta cadavres et enfants vers le ciel, là où le fils de Rinaré fut aussi envoyé. En tout, on compta plus d'une centaine de faisceaux de lumière s'échapper de la pierre comme des étoiles filantes, volant à travers le monde pour s'y perdre et ne jamais revenir.
peuple Unenarsuit fit plus fort que jamais sonner la glace qui se disloquait. Nous fûmes les seuls à rester, alors qu'esprits, monstres, mythes et animaux extraordinaires disparurent dans l'oubli. Les années passèrent, le monde et les pratiques changèrent. Aujourd'hui, on ne chasse plus, presque plus, on ne croit plus en la magie et aux esprits. Ici, on vit de plus en plus comme les Blancs. Les années passèrent avant que nous décidions, nous les seuls esprits à être restés, de traquer chaque morceau de cristal éparpillé dans le vaste monde et de restaurer la légende oubliée, la légende du cœur du Grand Nord, qui doit être racontée. Le cœur du Grand Nord, proposé par Nicolas Di Meo, d'après les histoires recueillies auprès des habitants de la côte ouest du Groenland et les textes de Knut Rasmussen.